Deuxième vidéo de résumé et analyse de Radiant, arc par arc. Je te conseille fortement de voir la première si tu l'as pas vue parce qu'on y pose toutes les bases de l'univers. On a quitté notre héros après son arrivée à l'Artémis et où il a commencé à sympathiser avec Mélie et Doc. Il a aussi appris les bases de la magie avec Gaga, une connaissance de Alma, sa mère d'adoption. Il faut pour ça associer une volonté, une image à un sort pour y accéder facilement, comme un bouclier. Et c'est pas si souvent dans les mangas qu'on a une explication de comment utiliser la magie. Dans sa quête du Radiant, Seth se dirige vers Rumbletown, la ville du vacarme incessant. La première image qu'on voit, c'est Grimm, un sorcier bien mystérieux avec des bandages sur tout le corps. C'est sûr, c'est un Xelor. Et tu verras que même une dizaine de tomes plus tard, il garde encore beaucoup de secrets. Avec ce début de tome, l'auteur Tony Valente nous balade avec des phrases qui permettent la confusion, en disant que Grimm y voit des victimes potentielles, mais rien ne dit que c'est lui qui va les attaquer. Il nous le fait passer pour un potentiel méchant, et ça va être un enchaînement de quiproquos pendant tout le tome, entre la bande du Cornu et Face de PQ. Mais revenons au fil conducteur. Une famille a contacté les sorciers car leur fils Taj s'est fait infecter par un Némésis. Donc un Némésis se cacherait à Rumbletown, pourtant un îlot très densément peuplé, bizarrement tout le monde devrait l'avoir vu. Mais en arrivant en ville, la bande de héros se trouve face à un quartier totalement vide, ce qui nous permet de comprendre le fonctionnement de l'île. En se reportant à l'horloge, on peut savoir de quel quartier il faut partir et vers quel quartier arriver, car c'est une île instable et il faut faire des travaux régulièrement. En réalité, ce système permet un complot qu'on découvrira un peu plus tard. Seth et ses amis se retrouvent donc dans un quartier évacué, et c'est à ce moment-là qu'ils vont tomber sur un Némésis Echo, un éclaireur moins important qu'un vrai Némésis. En le poursuivant, ils vont trouver d'autres échos, mais ils vont être séparés. C'est à ce moment-là que Grimm attrape Seth pour l'isoler, et lui dit encore une fois des propos qui sont mal compris par Seth et par nous les lecteurs. En réalité, il croit que Seth est un Domitor, un sorcier capable de diriger Némésis, et que c'est lui qui cause les ravages à Rumbletown, mais les explications arriveront plus tard. Après son premier vrai combat contre un sorcier, Seth y comprend qu'il fait pas le poids. Il arrive à échapper au sorcier à bandage, et à retrouver ses amis avant que la cloche ne sonne le retour des habitants. Mais, ayant laissé des traces de Fantasia, l'Inquisition, l'équivalent de la police, se met à la recherche des sorciers. Dragunov, l'inquisiteur Born, qui avait arrêté Mélie dans le tome 1 et qui s'était lancé à la poursuite de nos héros, se retrouve dans le bureau de Conrad, l'inquisiteur qui dirige officieusement Rumbletown. On comprend assez rapidement qu'il est raciste, parce qu'il y a un quartier de personnes basanées qu'il aimerait épurer. Et oui, dans Radiant, on a de la diversité dans les personnages. On a bien un quartier arabe, plus tard il y aura une des personnages principaux qui sera noire. Il y a des très jeunes, il y a des très vieux, Mélie il a des tatouages, en plus d'être roux c'est pas abordable. L'auteur il représente un grand panel de personnages et ça c'est beau. Revenons à Conrad qui se fait bolosser par un Dragunov très moqueur. Conrad il manipule l'information publique pour assimiler les sorciers et les immigrants pour que le peuple ait peur de ce qui est différent d'eux et les rejette en les mettant dans le même sac. Ce qui fonctionne très bien. A travers ce personnage moustachu, l'auteur il dénonce les Français qui disent que les immigrants leur volent leur travail, ou encore l'extrême droite qui veut pas de métissage avec la culture musulmane, des choses comme ça. Conrad il espère que les sorciers ont fait des victimes pour pouvoir lancer une chasse aux sorciers, malheureusement c'est pas le cas. Les personnages principaux arrivent chez la famille qui leur a demandé d'enquêter sur Némésis. Au-delà d'être très drôle, il leur indique un endroit à visiter pour remonter la trace du démon. Peu de temps après, ils en trouvent et ils mettent au point une stratégie pour capturer des échos vivants. Problème, Grimm arrive et ruine tout leur plan. Mais ils ont quand même une faible récompense. Seth a remarqué sur le Némésis Echo une marque indiquant qu'ils sont sous l'emprise d'un Domitor. Mais cette fois-ci, les dégâts provoqués sont suffisants pour que l'Inquisition déclare la chasse aux sorciers. Le fils infecté Taj se fait attraper par les villageois, Seth et Mélie parviennent à le récupérer, mais temporairement, parce qu'ils sont ciblés par l'armée de Conrad et ses canons. Mélie se fait mettre en cage, faite d'acier noir qui annule toute magie, aux côtés d'un Doc très affaibli et mourant. Conrad a encerclé le quartier nord, celui où il veut purifier la vermine, donc les infectés et les immigrés, et où les villageois font eux-mêmes la traque des sorciers. Il exhibe fièrement sur la muraille le sorcier qu'il a attrapé, puis il verrouille le quartier en abaissant les grilles des murailles. Seth réussit quand même à lui coller un coup empreint de Fantasia, ce qui a surpris Conrad car il lui a retiré ses gants à plumes, et l'inquisiteur moustachu ordonne de bombarder le sorcier à cornes sur le dessus du rempart, et peu importe s'il y a des dégâts sur le quartier derrière parce qu'il cherchait justement à le nettoyer. C'est là que Grimm intervient comme un allié providentiel, il décide de faire confiance aux héros, il renvoie les boulets sur les canons et fait en sorte de détruire la cage qui retenait prisonniers Mélie et le cadavre de Doc. Et alors qu'on pense que la situation s'est améliorée, le tome 2 se clôt sur l'apparition d'Ameline, la Domitor qui dirige les Némésis en forme de rat au son de sa flûte. C'est évidemment une référence au conte, le joueur de flûte de Hamelin, et on aura plus tard des références à Hansel et Gretel et le petit Poucet. Ameline lance des centaines de Némésis échos sur la ville, avec son parchemin d'invocation à la Naruto, mais à ce moment-là on sait pas encore pourquoi. Mais ça perturbe pas Conrad qui veut terminer son affrontement contre Seth. Seth il progresse pendant son combat contre Conrad en observant et en copiant les Némésis. Comme eux, il se projette en avant grâce aux Fantasia, c'est un peu comme s'il volait. Pendant l'affrontement, il se fout de sa gueule en critiquant ses moustaches et en le faisant passer pour un harceleur gay. En même temps, on a Dragunov qui protège le peuple des nombreux Némésis Echo et qui tombe sur Mélie. C'est là qu'on voit qu'il sait se servir de sa tête parce qu'au lieu de bêtement la capturer, il la laisse fuir parce qu'il a vu qu'elle protégeait aussi le peuple, là où n'importe quel inquisiteur n'aurait pas réfléchi et l'aurait coffré. L'auteur introduit de la nuance dans les inquisiteurs, comme il a distingué les bons et les mauvais sorciers avant, et on comprend que Dragunov il est unique parmi les inquisiteurs.
Retour sur le combat Conrad contre Seth, qui en connectant ses deux neurones, il comprend que Conrad il est de mèche avec Amlin, la dompteuse de Némésis. C'est là qu'on apprend le tragique passé de Rumbletown. Il y a 15 ans, l'Inquisition a enfermé des enfants sorciers pour s'en servir comme arme en cas d'attaque de Némésis. Contrairement aux autres, le major actuel était proche d'être prisonnier. Un peu trop pour le jeune Conrad qui détestait ça. Lors d'une attaque de Némésis, il réussit à convaincre tout le monde à se réfugier dans la prison pour se protéger, puis il fait croire à l'armée que les prisonniers ont pris tout le monde en otage et que le seul moyen de s'en sortir c'est de sacrifier tout le quartier en le détachant du reste de l'île et en le faisant tomber. En faisant ça, il a réussi à se débarrasser des Némésis, des sorciers et du major qu'il gênait. En plus de ça, il a pu être promu et monté en grade. C'est une victoire parfaite pour lui, excepté Amlin, une des enfants sorciers qui a réussi à s'en sortir et qui préparait sa vengeance dans l'ombre. Grâce au son de sa flûte, elle a attiré les Némésis qui l'ont sauvée et qui ne l'ont plus quitté depuis, elle les considère comme sa famille. Des années plus tard, en dissimulant son identité, elle a vendu ses services à Conrad, qui couvrait le déplacement de ses Némésis avec l'horloge et le déplacement des foules qui vidaient les quartiers, comme lorsque nos héros sont arrivés. Mais c'était pour servir ses propres intérêts à elle et se venger de lui. En plus d'avoir le problème de l'inquisiteur fou et de la sorcière vengeresse, Seth se retrouve avec un troisième problème sur le dos, Torque et les faiseurs de miracles. Ce sont parmi les plus hauts gradés de l'Inquisition qui sont à la recherche de sorciers à cornes. Mais résolvant les problèmes les uns après les autres. Le personnage principal réussit à mettre une bonne branlée à Conrad, il retrouve Mélie et Doc qui était en fait pas mort mais qui découvre son infection, qui était en fait de muet, donc il se retrouve dans le corps d'un bébé. Juste à la fin du tome, notre cornu se fait projeter et attraper en plein vol par Piodon, un autre sorcier de cornu qui annonce être son frère. Piodon il a l'air très gentil et accueillant, il veut augmenter la force de Seth pour que celui-ci puisse réaliser son propre objectif, mais une fois qu'il a accédé à son seed, une aura noire se dégage et son visage devient maléfique. Seth a l'impression que l'esprit d'Alma l'a repoussé, et on la voit tituber au même moment. Est-ce que ce serait la cause de ses maux de tête? Pourtant Piodon il maintient qu'il veut augmenter la force, mais dans quel but? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de la force de Seth dans son propre intérêt? Ça on le sait toujours pas, même de nombreux tomes plus tard. Il dit se positionner en tant que spectateur et veut voir quel choix Seth va faire. Son dilemme c'est, vas-tu rejoindre la population, les sorciers ou l'Inquisition, sachant que dans chaque camp il y a des gens bons, mais il y a aussi des ordures, et que chaque faction s'affronte. C'est une discussion très intéressante qui va déstabiliser Seth, mais il va pas prendre le temps pour réfléchir à sa place dans la société tout de suite, parce qu'il a des amis à sauver de la sorcière Amlin. Il arrive à approcher suffisamment près d'elle pour lui parler et tenter de la raisonner. Donc là il y a un combat kamehameha d'arguments, donc plus les arguments ils sont forts, plus il va y avoir de puissance dans leur sort. Les arguments de Amlin résonnent en Seth, et il pense qu'ils sont pareils tous les deux. Il décrit ce qu'elle ressent aussi, elle est soulagée d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui la comprend, et alors qu'il aurait pu se rallier à sa cause et se venger de ceux qui les ont fait souffrir, il gagne le combat des idées en annonçant qu'il ne veut pas devenir le monstre qu'ils ont cru voir, et c'est une référence à ce que lui a dit Alma dans le premier tome, et c'est un peu le message principal du manga. Elle, qui pensait devoir choisir un camp et se battre, lui a montré qu'on peut tous collaborer en ayant un but commun, détruire le berceau des Némésis, le Radiante. Et même lorsque les thaumaturges sont arrivés, la première chose à laquelle il pense, c'est de sauver Amlin, sans savoir que c'était lui la cible. Il y a un des thaumaturges qui les attaque avec son miracle. Le miracle c'est une sorte de magie mais sans fantasia, que seulement certains inquisiteurs acquièrent à la suite d'un rituel dont on ne sait toujours rien pour l'instant. Finalement, même si elle fait la dure en disant qu'elle n'a pas été convaincue, elle lui fait confiance, elle lui remet ses Némésis, sa seule famille, car elle sait qu'il traite les gens comme des individus et non pas comme des camps qui s'affrontent. Amlin, elle se sacrifie pour leur laisser une chance de s'en sortir, mais elle va pas s'en tirer vivante parce qu'elle se fait embrocher par un Torque impassible. Seth se rue sur lui, mais se fait déglinguer par la masse d'armes d'un autre capitaine, ce coup qui va déchirer le pansement sur la joue de Seth, et comme c'est bien réfléchi, Piodon il nous avait déjà parlé en début de tome de ce pansement renforcé à grands coups de sceau magique, d'ailleurs elle a des sueurs froides en voyant ça, et encore une fois, Alma s'écroule. Le déchirement de ce sceau a pour effet, comme dans bon nombre de shonen classiques, de libérer le côté maléfique de Seth, une espèce de dark mode qui lui fait perdre le contrôle, mais lui octroie une force physique surpuissante. S'ensuit un combat où le charismatique Torque, avec son auréole et sa clémore, transperce le bras gauche de Seth, un combat qui est très détaillé et lisible. Heureusement, suite à un coup de Centauri qui a fait tomber Seth de l'horloge, Grimm et Mélie ont réussi à le sauver et à s'échapper. Puis un peu plus tard, Grimm il va rendre les habitants qu'il avait enlevés, encore quelque chose d'inexpliqué, mais on verra les mystères dans une prochaine vidéo si ça te tente. On a terminé avec la ville de Rumbletown, et de retour à l'Artémis, Grimm dissipe les malentendus. C'est la première fois qu'on voit un Seth déprimé suite à la mort d'une amie. Lui qui est pourtant toujours positif et joyeux, il envoie bouler les gens qui parlent de compétition et d'être le meilleur. C'est un joli pied de nez à Luffy, Naruto et autres Sangoku. Alma le retrouve et lui remonte le moral, et après cette transition on va pouvoir passer au troisième arc, l'arc de Sifandir et des Chevaliers Sorciers. On retrouve dans l'arc de Rumbletown le thème de la tolérance qui revient, et le fait de chercher à comprendre l'autre plutôt que de l'affronter, au travers de Seth et Amlin bien sûr, mais aussi de Dragunov envers Mélie. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir la vidéo sur le prochain arc. Si t'as été jusqu'au bout, dis-moi ton personnage préféré de Radiant et ton arc préféré, et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!